Ce soir, sur le divan d'Henri Chapier, Marthe Mercadier. Née le 23 octobre 1928 à Paris, dans une famille bourgeoise stricte et argentée, elle a grandi dans les coulisses. Son grand-père était directeur de la Société des auteurs dramatiques. Lorsque la guerre éclate, la petite Marthe se réfugie dans les cours de comédie jusqu'au moment où elle découvre l'horreur des déportations et des massacres. Elle devient résistante à l'âge de 15 ans. Ce passé nous explique pourquoi l'irrésistible vedette du théâtre de boulevard et l'exubérante héroïne de plus de 70 films continue d'être une femme engagée. Militante socialiste, elle se lance dans des actions de grande envergure, telles que l'envoi de matériel hospitalier dans les pays du tiers-monde. Jamais en repos, son tempérament de feu dérange jusqu'à ses meilleurs amis. Il est écrit que Marthe Mercadier, quoi qu'il arrive, aura toujours le dernier mot. Quelle est l'image choc que vous retenez de votre petite enfance? Une image d'amour, une enfant unique, d'un couple, d'une famille, et une enfant comblée, choyée, adorée, qui aurait pu, si après je n'avais pas vécu d'autres problèmes, d'autres drames, devenir, j'étais partie pour être une pèse, pour être l'horrible petite perle du Bengale, qui ne s'en remet pas sur 60 ans. Mais alors, la légende dit qu'à l'âge de 4 ans déjà, vous étiez sur les genoux de Mistinguett et beaucoup dans les coulisses. Oui. Alors, décrivez-moi un peu cette gamine. Pourquoi est-ce qu'elle était là? Puisque, apparemment, ce n'était pas la profession de vos parents. Ah non, pas du tout. Mais mon grand-père était contrôleur général à la Société des auteurs, ami de Maurice Chevalier, ami de Mistinguett, ami de Jean Sablon, enfin de tas de vedettes de l'époque, de Joséphine Baker. Bien sûr, lui, c'était son métier. Et quelle intelligence, cet homme, qui était un homme de principe, qui était un homme qui m'a quand même balisé, qui m'a dit des choses très dures. Il m'a dit, après, quand j'étais plus grande, il me dit, tu choisis ton verbe. Tu conjugues le verbe être ou le verbe paraître. Le verbe être ou le verbe avoir. Ah, bien, grand-père, très bien. Mais à l'époque, il m'emmenait. Et j'ai découvert, à l'âge et à la hauteur, où on est à la hauteur des jambes. Donc j'étais entourée de femmes superbes, de jambes superbes. Et pour moi, c'était le commencement de la fête. Et c'était très, très intelligent de sa part, je trouve. Mais alors, vos parents, eux, vous ont donné une éducation assez stricte. Oui. En fin du mois, vous l'avez dit vous-même. Oui. Et comment est-ce qu'ils ont pris la chose? Parce que c'est un peu contradictoire. Dans ce cas-là, le père ou la mère reproche au grand-père, lui dit, écoute, ne l'emmène pas là. Comment ça s'est passé, ça? Ah non, mais mes parents venaient. Ah, mon père était un héritier dissident qui était baroudeur, qui était pilote d'essai. Ensuite, il a été fonctionnaire et il était un homme très bien élevé et en même temps complètement à côté de cette famille de bourgeois. Non, il était pour, puis il était là aussi. Maman aussi, il se quittait jamais. Mes parents ont vécu une passion de 53 ans. Ils se sont adorés pendant 53 ans et mon père est mort il y a 5 ans et ma mère ne s'en remet pas, bien sûr. Enfin, c'est vraiment la cassure, la rupture d'une vie. Elle ne trouve plus ses marques. Mais alors, à 6 ans déjà, grand besoin de manifestation corporelle, d'expression corporelle. C'est comme ça qu'on dit, d'ailleurs. Oui. Et vous suivez des cours de danse, carrément. Est-ce que vous rêviez d'être une danseuse étoile à ce moment-là? Non, je rêvais d'être avec des adultes qui étaient sur scène. Alors, j'étais acrobate surtout. J'étais pas danseuse, j'étais pas petit rat à l'opéra. J'étais acrobate et je faisais des équilibres en haut d'une pyramide humaine avec des adultes très, très doués, eux. Moi, beaucoup moins, visiblement, puisque j'ai fait une chute très grave et que j'ai eu les vertèbres cassées, la colonne vertébrale cassée. On ne pouvait pas me plâtrer et j'ai vécu une expérience très intéressante. J'ai été 1 an liée sur une planche, 1 an et demi liée sur une planche. Alors on m'emmenait l'été sur le sable, sur la plage. Alors j'étais enterrée dans le sable et les petites et les enfants me disaient « Comment tu t'appelles? Qu'est-ce que tu fais là ?» Et je voyais le ciel, je voyais les gens évidemment à l'horizontale puisque j'étais couchée. Et ça a changé complètement, je crois, mon optique, mon éthique de vie. Tout a commencé avec cette année et demie passée à écouter, à regarder les autres sans bouger. Et puis ce médecin était génial, j'ai été réparée et je n'ai pas été bossue. Et alors j'ai complètement apprécié, joui de cette santé que j'avais recouvrée. Mais alors, lorsque la guerre éclate, je crois que vous avez 11 ans, 12 ans. Oui.
Et j'ai vous êtes 59 ans très et 8 éprouvée. mois. Je fais comme les Oui. bébés, vous savez, je donne les mois. Mais donc, 11 ans et quelques mois, Oui, probablement. 10 ans, 38. Mais moi, ce qui m'intéresse de savoir, c'était pas le cas de tous les enfants. Soudain, vous êtes éprouvés, donc j'aimerais comprendre quelle était la vie de votre famille à l'époque, parce qu'une enfant que ça impressionne autant, c'est assez rare. Il y a une raison, non? Oui. Au début de la guerre. Oui, oui. Après, je J'ai sais été très... C'est vrai. Mais j'étais... je vous dis, ça, c'était le côté perle, enfant unique. On me parlait beaucoup. On m'expliquait. On m'a appelé à la déclaration de guerre. Paul Reynaud, à 17h, a dit « La France entre en guerre. Hein. » J'étais là, mon grand-père me tenait et il disait « Écoute, parce que tu t'en souviendras toute ta vie. » Vous voyez, on me faisait vivre les moments importants, alors que mes camarades allaient jouer, ils se moquaient pas mal, et on disait, ils ont le temps. Ma famille n'a jamais partagé cet avis que les enfants avaient le temps de vivre des épreuves et d'être conscients de ce qui les attendait dans la vie. C'est peut-être pour ça que j'ai été un peu plus résistante aux épreuves, aux coups durs et aux catastrophes de ma vie. On trouve chez vous, et c'est rare aussi, une adolescente qui est dans la résistance, enfin, quand même, oui, ça enfin, n'arrive pas attention, tous les je jours. portais des petits messages, j'étais championne de course à pied, je courais très vite, et je pense que c'est pour ça, je pédalais bien, j'avais une bicyclette, je courais vite, et je rendais des services. Et pour moi, ce n'était ni du courage, ni quoi que ce soit d'autre, parce que je jouais aux gendarmes et aux voleurs, on ne savait pas du tout ce qu'on risquait, on l'a appris après en allant au cinéma. C'est une période de confrontation à la peur, parce que je portais des choses la nuit, j'étais toute seule dans les bois la nuit, et là, oui, là c'était surmonter la peur. Mais c'est tout, on n'est pas courageux et on n'est pas à 14 ans. Mais ça, je savais, vos parents, que vous faisiez ça Oui, mon père le savait. Mon père le savait, puisqu'il était dans Vous le n'avez coup pas aussi. peur, lui, de vous exposer? Non. Mon père avait complètement confiance dans ma ligne de vie, ma ligne de chance. J'ai pas une ligne de chance, j'ai une tresse. J'ai 3 lignes de chance tressées, j'ai une petite natte. Alors déjà, ça veut dire qu'on passera au travers de pas mal de choses. Donc, il me laissait vivre mon destin, pensant que si je m'en sortais, ce serait important pour la suite. Mais après, quand même, ce sont des événements très précis qui vous déterminent, puisque vous avez des camarades de classe qui sont déportés dans les familles. Oui, on a été tous arrêtés. Moi, on m'a fait sortir, alors ça c'est rocambolesque, je suis sortie d'un local, bon, occupé par les gens que l'on sait, par la Gestapo, et les autres ne sont pas sortis. Alors, moi, j'ai sortie par un officier allemand, qui avait les grands yeux clairs, qui m'a regardé pétrifié avec les larmes aux yeux, alors où je ressemblais peut-être à sa fille, à sa sœur ou je sais pas quoi. Il m'a fait sortir vite. C'est un des plus mauvais scénarios qu'on peut raconter d'ailleurs. Et il m'a fait sortir, je me suis retrouvée dehors. Bon, il m'a dit schnell, vite, allez, courez. Et puis voilà. Alors, j'ai rien compris. Et alors, il y a l'autre face de votre personnalité, c'est le besoin de s'exprimer sur les planches, qui est quelque chose de personnel. Là, c'est Ah oui, plus privé, alors ça là. a été, mais je crois que c'est ma génération. Nous avons explosé, nous avons exigé la joie, la fête et la lumière. N'oublions pas, parce que on le dit pas assez, que nous avons vécu notre adolescence dans le noir, le fameux blackout. Dès qu'on voyait une petite ampoule, une petite lumière, tout le monde sifflait dans les rues, on tempêtait les voisins en disant attention, les bombardiers vont nous repérer, on va être bombardés. Donc toutes les villes étaient dans le noir, les rues étaient dans le noir, on a vécu dans le noir. Et moi, vous voyez, une des choses qui m'atteint le plus le moral dans mes spectacles, je ne supporte pas, c'est un projecteur bleu. La lumière bleue, la lumière de la fin de l'ère, ça c'est terrible. Je ne supporte pas les projecteurs bleus. Ça me coupe l'humeur. Alors, au début, au théâtre, vous aimiez la tragédie, Bah oui, juste voilà. résultat. Bien Oui, sûr. oui. Je voulais m'exprimer, jouer des héroïnes, je savais tout par cœur, Phèdre, Athalie, Andromaque, Hermione, enfin... Et alors, Maurice Escande, Charles Dulin, parce que j'allais dans tous les cours, j'étais curieux, puis je les connaissais. Donc, ils étaient morts de rire, ils me faisaient... Oh, et encore Michel Bouquet, qui s'en souvient, Piccoli, qui m'ont vu dans Phèdre, avec des soquettes et des petits cols blancs. Et il me disait, bon, bah, travaille, ça te donnera du souffle, mais tu ne joueras jamais ça. Et puis, il me disait, travaille les soubrettes. Et là, je répondais, non, puisque je les jouerais,
je les travaillerai avec un metteur en scène. Et c'est Béatrice Dussan qui aussi m'a beaucoup aidée. Non, j'ai eu de la chance, du Lin, du San, et puis les gens merveilleux qu'on rencontrait à l'époque. Marguerite Moreno, qui recevait les jeunes comédiennes dans sa loge. On était là, assises, fascinées par des femmes aussi merveilleuses. Alors, il est temps aussi de parler de votre combat pour les femmes qui, à mon avis, a dû commencer dans votre tête, du moins, beaucoup plus tôt. Vous avez peut-être toujours pensé qu'elles étaient minoritaires et qu'il fallait à chacune d'entre elles en faire beaucoup plus qu'un homme pour s'en sortir. C'est un peu parti de ça, je suppose. Oui, c'est sûr. Mais vous savez, là encore, on revient à la guerre. J'ai ouvert les yeux quand même, 13 ans, 14 ans, on commence à juger les gens, on les observe, on s'aperçoit de ce qui se passe. J'ai été complètement fascinée par le courage silencieux et quotidien des femmes pendant la guerre, de ces petites bonnes femmes qui cachaient des parachutistes, des juifs dans la cave, des parachutistes, des aviateurs dans le grenier, à qui on faisait perquisitionner, qui étaient interrogés par la police, la Gestapo, et qui restaient d'un calme, avec ce côté ménagère, le bon sens de la ménagère, le courage de la ménagère et de la mère de famille m'a époustouflée. Et après, j'ai analysé que mon féminisme et mon admiration venaient de là. Mais elles sont plus fortes tout de même. C'est elles qui sont revenues aussi des camps beaucoup plus que les hommes. Absolument, mais viscéralement, physiologiquement, on est plus forte. On donne la vie, vaut mieux protéger, vaut mieux. Bien sûr, on est plus forte. Et c'est pour ça cette peur de la femme. Enfin bon, elle est ancestrale. Mais les femmes ont obtenu le droit de vote en 1946. C'est pas un hasard. C'est grâce aux femmes de la résistance. C'est grâce justement à ce courage quotidien et silencieux. Alors là. Je suis féministe par oui dire, parce que par solidarité, puisque moi j'ai jamais été maltraitée, j'ai rencontré des hommes remarquables, mon père d'abord, mon mari ensuite, enfin bon, les hommes de ma famille. J'ai commencé à regarder autour de moi et c'est vrai que beaucoup de femmes n'ont pas la même chance. Si vous voulez, mon militantisme, c'est une sorte de remboursement parce qu'on ne peut pas avoir eu autant d'amour au départ, autant de possibilités de s'en sortir, ayant été infirme et bien soignée, j'aurais pu être mal soignée, et puis m'en sortir en ayant fait des choses un petit peu dangereuses, sans avoir envie de rembourser, de coopérer, de collaborer, de dire moi, est-ce que je peux apporter ma petite pierre? Voilà la base. Mais alors là, je vais être tout à fait direct et indiscret. Quand on a ce tempérament, est-ce qu'on n'a pas un peu de mal à établir une relation avec un homme, même lorsqu'il vous plaît? Est-ce qu'il peut être autre chose qu'un camarade, un partenaire à égalité? Est-ce qu'on a encore un élan sensuel, une ruse de femme? Ça se passe comment? Ça se passe parce que toutes les femmes de ma famille sont très équilibrées. Elles n'ont jamais combattu les hommes, elles ont combattu les lois, le code Napoléon, mais elles ne se sont pas trompées d'objectif, contrairement à certains mouvements extrémistes qui malheureusement se sont trompés d'objectif. Non, moi je crois, ça dépend. Vous savez, si vous tombez amoureuse du séducteur, du plagiste, de Monsieur Muscle, ça peut difficilement bien tourner. Mais si vous avez encore une fois la chance d'être attiré par des hommes responsables, par des hommes qui sont à l'écoute des femmes, à l'écoute qui souhaitent fonder une famille. Bon, moi j'ai été mariée pendant 22 ans, alors on peut pas dire qu'on ait beaucoup changé d'idée. Et c'est pas moi, c'est mon mari qui m'a quitté pour rejoindre une autre femme qu'il avait aimée avant. Hein. Bon, il l'a fait avec beaucoup d'ailleurs de dignité. J'estime et j'adore le père de ma fille. Et ça s'est fait bien, ça s'est fait dans la tenue. Et dans l'amitié. Alors, les autres, oui, ça dépend du choix, vous savez. Mais c'est vrai que les comédiennes et les femmes qui ont une grosse activité, pour résumer un peu vulgairement, on n'est pas des cadeaux. Moi, je suis pas un cadeau dans la vie quotidienne, on peut pas dire. Mais alors, vous avez tenté une aventure intéressante qui est celle d'accepter un rôle dans le ministère d'Yvette Roudy. On s'en souvient, c'était au début du premier septennat de François Mitterrand. Oui. Et là, vous découvrez, en somme, une chose que vous deviniez sûrement, c'est que le pouvoir use également beaucoup les femmes et que finalement, il y avait
des résultats un peu médiocres, peut-être maigres, disons. Non, il y a eu des résultats. Il a fallu d'abord imposer ce ministère. Madame Roudy a eu beaucoup de courage. Aussi de me nommer, de me donner un rapport sur l'inégalité. Les injustices dans l'audiovisuel pour les femmes qui, visiblement, occupent des postes, enfin, sont très nombreuses. Et puis, plus vous montez dans la hiérarchie, c'est la peau de chagrin. Les postes de responsabilité se raréfient. Et puis, nous avons quelques femmes très importantes, très voyantes, des alibis, disons. Bon, alors j'ai fait ce petit rapport. J'ai eu la joie de constater qu'il avait été une base de réflexion pour la communauté européenne qui a demandé le même rapport dans différents pays, à des femmes beaucoup plus structurées que moi qui ont dû le faire bien mieux. Mais enfin, disons que j'ai un peu amorcé la pompe. Et puis, j'ai beaucoup appris auprès du ministre des Droits de la Femme parce qu'elle menait un combat. Pour la première fois, un ministère de la femme avait un budget. Parce que ça aussi, on sortait du ministère gadget, où il y avait juste l'argent pour payer le papier en tête, les gommes et les crayons. Et là, on ne peut pas reprocher aux autres ministres de ne pas avoir eu plus d'action. Elle n'avait pas le nerf de la guerre. Madame Roudy l'a exigé, M. Mitterrand lui a donné. Mais alors, est-ce que vous n'auriez pas souhaité être, finalement, une Indira Gandhi ou une Golda Meir, une femme qui a une vision du monde comme vous, eh bien, elle a envie peut-être de ça, parce que là, il peut quelque chose pour changer la société. Alors là, non, j'admire, je suis une inconditionnelle des femmes qui ont une action. Vous voyez, mon amie Mélina Mercouri, je suis ravie qu'elle soit ministre de la Culture, mais je lui avais dit de continuer son métier. Parce que maintenant, elle est une ex-actrice qui est ministre de la Culture. Je crois que chacun a son petit terrain, sa petite place, et qu'il ne faut pas commencer à dire, moi, bon, si on a une idée, tant mieux. Si on l'amène à bien, bravo. Mais c'est tout. Moi, je suis une actrice. Et encore, je ne suis pas une actrice. Je me suis un peu trompée de métier. Si vous voulez, j'ai eu un choc quand je me suis vue. J'étais partie pour être une grande actrice, je croyais. Et puis, grâce à la télévision et au cinéma, un jour, j'ai eu une projection de ce que je faisais. Et là, ça a été quand même la minute de vérité. Je n'aime pas ce genre de travail. J'ai trop connu de grandes actrices pour laquelle toute leur vie est remplie par leur métier, par le choix d'un rôle, la cogitation. Moi, j'ai été déçue par mon travail. J'ai vu que j'étais très limitée. J'avais la chance de connaître très bien Eric von Stroheim, Michel Simon, Moreno, Yvonne Debray. Enfin, j'avais mes références, Visconti, Cavalcanti. Bon, j'ai dit, si ce n'est que ça, je vais quand même vivre parallèlement. Alors, je me suis servie de ce métier. J'ai tourné 75 films avec tout mon cœur. Je joue avec tout mon cœur. Quand on trouve ça mauvais, je peux pas faire mieux. Mais c'est pas ça, une grande actrice. Une grande actrice, c'est Madame Suzanne Flon, c'est Nicole Garcia, c'est les nouvelles, c'est la relève. Ce sont des femmes qui ne vivent que pour ça. Moi, je suis toujours ailleurs. Non, c'est pas normal. Puis je suis incapable de jouer une scène d'amour. J'ai tourné 75 films, j'ai joué je sais pas combien, 70 pièces. J'ai fait supprimer, je n'aime pas, je ne peux pas. Il y a des choses que je ne peux pas faire. Alors bon, c'est pas ça. Moi, je suis pas une vraie actrice. Vous êtes toujours une vedette très populaire, simplement vous ne jouez pas les stars d'une part. Non. Et vous n'êtes pas névrotique non. dans ce métier. Mais tout. Vous savez, l'actrice a beaucoup aidé la femme. Et je la remercie beaucoup. Quelle thérapie, quelle façon de se reconstruire, formidable. Alors là, je ne me suis pas trompée de métier parce que j'avais quand même j'avais un excès d'agressivité, j'étais une espèce de volcan toujours, j'explosais sans arrêt. Tout ça a canalisé mon agressivité en énergie. Et puis, je crois, le public, oui, j'ai des manifestations Puis j'ai été 5 mois sans travail en 40 ans. Alors bon, on m'a pas engagé pour me faire plaisir. Donc visiblement, je fais à peu près bien mon travail. Mais ce qu'on doit aimer, c'est ma santé, c'est tout mon cœur. C'est que j'y mets tout mon cœur. Ça, je crois que c'est ça. Puis j'aime bien les gens. J'aime le public, j'aime le pop. Ce qu'on disait tout à l'heure sont les mêmes. Le pop, c'est dans la journée. Le public, c'est à partir de 21h. Mais ce sont toujours les mêmes. Et j'aime bien les gens. J'ai besoin des gens, j'aime la foule, et je crois qu'ils le sentent. Et alors, comment allez-vous gérer Marthe Mercadier dans les 20 prochaines années? Comment voyez-vous ça? Je vais gérer ma décrépitude, parce que ça, c'est très intéressant. J'ai donc eu des accidents physiques, et une chose qui me passionne, c'est la vieillesse. Je la vis comme un western.
tous les matins, à partir d'un certain âge, on se réveille en disant « Ah, qu'est-ce qui s'est déclingué? Qu'est-ce qui va aujourd'hui ne plus fonctionner ?» Et puis, bon, visiblement, ça se passe pas trop mal. On dit « J'ai un petit sursis. » Mais la vigilance, quand une actrice signe un contrat, elle doit être très vigilante sur son apparence physique, surtout les comiques. Parce que si vous avez la moindre boursouflure, le matin, si vous n'êtes pas en forme, il n'y a plus de spectacle. Donc vous êtes, par contrat, obligé d'être d'une rigueur et si vous êtes honnête envers vos producteurs, envers votre public, envers vous-même. Bon. Donc on est déjà un petit peu, vous savez, c'est dur. Nous avons une vie dure et nous avons une discipline d'enfer. Alors, la vieillesse, on est déjà un peu préparé. Donc, dans les prochaines années, je vais gérer ma décrépitude en la surmontant joyeusement, comme j'ai surmonté mon retour d'âge, mais la maternité m'a beaucoup aidée. Parce que ça, la maternité, c'est une telle fête. C'est, je crois, la seule chose vraie que j'ai réussi dans ma vie. C'est ma fille.